Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, vers la présidentielle du 28 décembre, les membres du collège de médecins ont été installés ce mardi. Ce collège est chargé de procéder à l'examen médical et à la certification de l'aptitude physique et mentale des candidats. Le département de l'élevage veut mettre fin au conflit entre agriculteurs et éleveurs. C'est dans cette optique qu'une opération de déguerpissement est lancée à Lola. Des transhumants étrangers installés illégalement quittent les lieux. Nous parlerons sport en fin d'édition. Conakry s'apprête à accueillir les prochains championnats de la région Ouest 1. L'information a été donnée par la Fédération guinéenne de karaté au cours d'une conférence de presse. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus. À la une de l'actualité ce soir, le Premier ministre Amadou Ouriba poursuit ses concertations républicaines avec les acteurs du dialogue social. Ce mardi, il a réuni autour de la même table les représentants du mouvement syndical en présence du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation ainsi que du ministre du Travail et de la fonction publique. Compte rendu Ousmane Bangoura. À la primature, le dialogue social s'invite au cœur des concertations républicaines. Le Premier ministre Amadou Ouriba a reçu les responsables du mouvement syndical guinéen. Autour de la table, 2 membres du gouvernement, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, ainsi que le ministre du Travail et de la fonction publique. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du dialogue social permanent initié par le gouvernement, pour renforcer la cohésion et la confiance entre l'État et les partenaires sociaux. Dans une atmosphère marquée par l'écoute et le sens de la responsabilité, les échanges entre le Premier ministre Amadou Ouriba et les centrales syndicales de l'éducation ont porté sur les grandes préoccupations du monde du travail. Le problème nodal, c'est les questions qui préoccupent l'enseignement supérieur. Mais celui qui a fait déclencher la grève, le prétexte, c'est la non-application du décret 0027 signé le 24 janvier 2024 que son Excellence, Monsieur le Président, a voulu accorder aux fonctionnaires titulaires de grade dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Jusqu'ici, ce décret n'a pas été appliqué et d'autres décrets ont été pris dans le même cadre, mais qui ont été appliqués. Mais le nôtre, jusqu'ici, on ne l'applique pas. Le mot qu'on laisse à la base, c'est zéro violence. Zéro violence. De la manière dont nous avons commencé, la population ne sait même pas que nous sommes en grève et ça doit continuer comme ça. Notre grève se limite entre les murs des institutions. Personne ne doit empêcher personne à circuler dans la rue ou dans le quartier. Que nous passions notre grève de manière pacifique et de façon civilisée. C'est l'appel que nous avons à lancer à tous les travailleurs et toutes nos bases. Le Premier ministre a salué la démarche constructive du mouvement syndical avant d'encourager la poursuite des discussions dans un esprit d'ouverture et de respect mutuel. Objectif, parvenir à des solutions concertées, gage de stabilité sociale et de performance dans l'administration publique. Célébration en différé de la Journée mondiale des enseignants. À la baie, c'était des retrouvailles sous la houlette du syndicat national des enseignants SNE, placé sous le thème redéfinir l'enseignement comme une profession de collaboration. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, accompagné de nombreux acteurs du secteur éducatif. Nabila Moussa Kamara commente les images de Sarafdine Diallo. Les enseignants de Guinée se retrouvent à la baie sous le leadership du syndicat national des enseignants pour célébrer en différé la Journée mondiale des enseignants, placée sous le thème « Redéfinir l'enseignement comme une profession de collaboration ». La cérémonie présidée par le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation mobilise de nombreux acteurs du secteur éducatif. Nous-mêmes voulons le structurer, le rendre performant, l'avantager de manière à ce que des gens de plus en plus efficaces et experts se tournent vers ce métier-là pour que nous puissions former la jeunesse guinéenne pour l'avenir que nous recherchons en 2040, un pays émergent. Tout l'effort, ce que nous voulons, c'est que les relations entre le syndicat et l'État ne soient pas des relations conflictuelles.
face aux autorités, le secrétaire général du syndicat national des enseignants salue les efforts du gouvernement de la transition avant d'exposer le thème de l'année et de mettre au ministre le cahier de revendication des enseignants, axé notamment sur le statut particulier de la profession. Vouloir faire de l'enseignement une profession de collaboration consiste à placer au cœur du système éducatif guinéen le rôle accru de l'enseignant, qui doit développer des compétences didactiques et pédagogiques liées à la compréhension de l'environnement des apprentissages. Dans la même dynamique, le syndicat organise une formation de mise à niveau sur les droits et devoirs des enseignants, une initiative destinée à renforcer la qualité et la responsabilité au sein de la corporation. On reste dans le registre de l'éducation pour parler du projet de connectivité des 2200 écoles primaires publiques qui marque donc une étape clé dans la modernisation du système éducatif guinéen. Son objectif est d'offrir à chaque école un accès fiable au numérique, de renforcer les capacités pédagogiques des enseignants et de créer un environnement d'apprentissage équitable et connecté. Pour être plus précis sur ce sujet, je reçois sur ce plateau Jean-Paul Sidi, ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'être présent sur ce plateau. Bonsoir, madame. Alors, connecter les écoles à Internet afin de transformer l'apprentissage. Que signifie ce slogan? Ça signifie que la Guinée veut intégrer un monde de plus en plus connecté. Beaucoup d'activités se font qui sont parrainées par des institutions internationales pour permettre ces connectivités. Pour notre part en Guinée, il y a plusieurs projets qui essayent de connecter les écoles, mais celui que nous allons lancer demain, qui est soutenu par le projet GIGA et qui consistera à connecter 2200 écoles en Guinée, est d'une ampleur telle qu'il est nécessaire que nous marquions son lancement d'une pierre bien blanche et que pour tout le monde ce soit pour un début de réel décollage du numérique dans l'éducation en Guinée. Donc c'est pourquoi je suis avec vous ce soir pour vraiment inviter tout le monde à bien prendre conscience que ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans le système éducatif guinéen n'est pas quelque chose de courant, mais c'est c'est une chose par laquelle tout le monde devra passer de plus en plus et que les États devront prendre de plus en plus en compte. Notre État l'a pris en compte, une vision du président de la République, soutenue par le Premier ministre qui ont poussé ce projet à bout. Vous vous souviendrez que lors de sa prise de parole ici, le Premier ministre, en fin d'année 2024, avait annoncé ce projet. Beaucoup de suspicions planaient là-dessus et moi-même j'en ai parlé tout dernièrement. Et il y avait toujours de la suspicion, ce qui est normal lorsque, à plusieurs reprises, il y a eu des propos qui n'ont pas été tenus. Mais pour nous, pour cette fois-ci, demain, vous pourrez assister en direct aux travaux d'élèves de certaines régions de la Guinée pour juste montrer ce qui est en train de se faire. Parce qu'à ce jour, il y a 585 écoles qui sont réellement connectées et que l'on peut rencontrer à travers le numérique. Alors, je le rappelle, donc plus de 2000 établissements sont donc concernés par ce projet, une grande étape franchie vers une éducation moderne. Monsieur le ministre, expliquez-nous un peu quelle sera la clé de répartition. Alors, ces 2200 écoles sont pour toute la Guinée. Si vous faites un petit calcul, il y aura à peu près 200 écoles par région administrative qui vont être connectées, mais ça c'est au terme du projet. La phase pilote qui est déjà réalisée, consiste à connecter 585 écoles, ce qui est fait. Il n'y a pas de répartition de quotas par région, mais il y a des critères soit d'éloignement, soit de proximité, parce qu'on veut que toutes les entités soient couvertes et permettre d'ajuster le projet au fur et à mesure jusqu'à ces 2200 écoles. Mais nous espérons qu'après cela, toutes les écoles du pays seront connectées. Parce que l'idée du projet GIGA, c'est de connecter toutes les écoles du monde. Donc ça va se faire progressivement. Progressivement. La première phase qui est enclenchée aujourd'hui, c'est 2200 écoles en Guinée. Nous comptons à la fin de 2025 connecter au minimum 1000 écoles qui vont être connectées en fin 2025. Et sur 2026, nous sommes sûrs que nous pourrons connecter les 1200 autres écoles.
Donc c'est cela l'aspect physique de la chose. Après, il y a les avantages qui sont des avantages pédagogiques. Si vous voulez, je peux vous en parler aussi. On en vient tout à l'heure. C'est que il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure, vous avez encore des écoles assez vétustes, vous avez des problèmes de table-banc et vous voulez parler de numérique. C'était comme si dire que le fait que nous ayons ces difficultés, nous ne devons pas accéder à la technologie. Le propre de la technologie, c'est justement de pouvoir atteindre les populations les plus vulnérables, les plus pauvres, pour qu'elles puissent justement rattraper le gap en termes de formation, en termes de qualité. Vous savez, avec ces tablettes que les élèves vont avoir pour travailler et se connecter, ils auront la possibilité de faire de l'auto-formation. Les enseignants qui auront ces tablettes et qui peuvent se connecter vont s'auto-former. Ils auront accès à des multitudes de sources éducatives. Il y a un projet aussi au ministère de l'Enseignement ce qu'on appelle les sources éducatives libres, qui consiste à connecter les écoles sur un ensemble de dossiers, de documents qui existent dans le monde où ils peuvent aller chercher des informations. Donc, avoir une tablette, c'est pas un luxe aujourd'hui. Une tablette dans une école et une connexion, ça, on ne doit pas le penser comme un luxe et dire on doit laisser ça de côté pour le moment, revenir à l'ardoise parce qu'on n'a pas encore un table-banc solide. Un enfant chez lui avec une tablette peut apprendre par lui-même. C'est pourquoi on est, nous, au ministère, convaincus que le développement que nous souhaitons, que la qualité que nous souhaitons, elle passera par le numérique. Elle n'éliminera pas le livresque, mais elle passera essentiellement par le numérique. Actuellement, le monde numérique est un élément incontournable. La grande cérémonie, c'est demain, au Palais du Peuple. Dites-nous comment ça va se passer et quels sont les résultats attendus, bien entendu. Alors, ce que nous souhaitons faire demain, c'est d'abord lancer le programme. Qu'on sache bien que c'est quelque chose qui existe. Il y a déjà un acquis, 585 écoles. Nous avons encore près de 1500 écoles à connecter, mais au moins ça va être clair que c'est lancé. Ça va être clair que les engagements qui ont été pris par le président de la République et par le Premier ministre en début d'année sont en train de se réaliser. Il est important que nous puissions mettre les Guinéens en confiance, comprendre que les choses qui sont engagées se réalisent et se feront jusqu'au bout. Vous savez, la Guinée a pris un élan qu'il est nécessaire d'accompagner par tous les moyens. Le programme Simandou que l'on va lancer a en son sein un pôle excellence qui est porté par Simandou Academy. Dans Simandou Academy, il va y avoir des ressources supplémentaires, additives, qui vont permettre de développer encore plus ce volet du numérique dans l'éducation. Et c'est ça, c'est cette démystification encore, une fois que nous voulons faire, que les Guinéens viennent voir ceux qui peuvent se déplacer demain, venir au Palais du Peuple, verront qu'effectivement, on peut travailler avec le numérique. Ils vont se rendre compte qu'il y a des contenus pédagogiques qui viennent de nos programmes, qui ne sont pas inventés ailleurs, qui sont faits par un service qui existe chez nous, qui s'appelle l'INRAP, qui est l'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique, et bien, qui a embarqué des contenus avec des enseignants guinéens qui font que l'enfant qui a une tablette peut aller se connecter sur ce portail et voir le cours qu'il a à prendre. Et on va savoir aussi que nous sommes en train de lancer un autre programme, un projet SIRA, qui va consister à, là, cette fois-ci, non pas à connecter, mais à embarquer sur des tablettes pour 750 autres écoles. Donc je pense que c'est un passage sur lequel nous sommes, auquel on est tenu de nous engager. Nous ne pouvons pas être réfractaires à cela parce qu'il manque telle ou telle chose. Le numérique s'impose à nous. Nous devons le maîtriser et nous devons faire en sorte qu'il aille dans le sens de la formation des enfants. Ces kits qui vont partir pour la connectivité, il faut le dire aussi, ont non seulement une batterie, donc qui charge, et un panneau solaire qui charge la batterie. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de soleil, ben, la batterie sert, et lorsqu'il y a le soleil, le panneau sert. Donc, on a pensé à tous ces aspects. D'accord. Alors, merci, Monsieur le Ministre. C'est moi qui vous remercie. J'espère que vous serez au Palais du Peuple. Avec plaisir. Pour accompagner le système éducatif guinéen. Je rappelle que vous êtes Jean-Paul Sidi, ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame.
Au lendemain du dépôt de candidature pour la présidentielle, je vous l'annonçais dans les titres, la Cour suprême passe à une autre étape dans les préparatifs de l'élection du 28 décembre prochain. Officiellement, les membres du collège de médecins au nombre de 7 ont été installés ce mardi. Ils ont pris l'engagement à mériter toute la confiance placée en eux dans l'exécution de cette tâche. Reportage Amadou Touré, Seydou Basila. C'est un collège de médecins multidisciplinaires placé sous l'autorité de la Cour suprême qui se présente devant ces hauts magistrats de la plus haute juridiction de la Guinée pour leur installation. Une occasion pour le procureur général de la République de rappeler à ces médecins l'étendue de leur mission et l'importance de celle-ci dans la réussite du scrutin du 28 décembre 2025. Le collège a pour mission de examiner les candidats conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Établir un rapport médical circonstancié pour chaque candidat. Délivrer à la Cour suprême un certificat d'aptitude ou d'inaptitude selon les résultats des examens. L'acte qui nous rassemble participe directement à la consolidation de notre État, en veillant à ce que tout candidat à la présidence de la République, charge démocratique suprême, présente les aptitudes physiques et mentales nécessaires à l'exercice d'une fonction d'une telle exigence. Ces 7 médecins choisis au sein de leur corporation pour leur expérience, leur probité et la maîtrise dans l'exercice de la fonction et surtout le respect du serment d'Hippocrate ont également reçu les conseils du président de la Cour. Vous serez dans l'exercice de vos fonctions les garants de la vérité scientifique au service de la vérité constitutionnelle. Votre expertise médicale devra s'exprimer avec impartialité et indépendance, loin de toute influence politique ou émotionnelle. Comme le disait Aristote, la probité est le fondement de la justice et la justice est le fondement de la cité. Votre serment de médecin vous engage déjà à la probité. Aujourd'hui, la République vous confie un second engagement, celui du service de la vérité dans le cadre du processus électoral. Investis de la confiance du peuple, ces médecins jurent de faire dans toute la transparence possible ce travail exaltant dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous allons répondre à cette confiance par notre place. Il a été souvent rappelé que nous devons faire ce travail en toute indépendance, mais en toute impartialité. Mais je voudrais ajouter que nous allons le faire en toute conscience, dans le strict respect des règles éthiques et déontologiques. Juste après cette cérémonie, les membres du Collège des médecins ont visité les locaux et le matériel affecté à eux a mené à bien ce travail ici au quartier Cameroun, siège de leur institution, avant d'être installés officiellement. Lutte contre les discours de haine et la désinformation, la haute autorité de la communication joue carte de la prévention. À Kindia, des journalistes et acteurs de l'information participent à une session de formation consacrée à la responsabilité des médias dans la lutte contre les discours violents. Mamadou Saliouba. La désinformation et les discours de haine, deux fléaux qui menacent la paix et la cohésion sociale. En prélude à l'élection présidentielle du 28 décembre, la haute autorité de la communication mobilise les professionnels des médias pour limiter les effets. Dans cette session, il y a deux mots-clés qui apparaissent. Discours de haine et actes de violence. On ne peut pas choisir mieux que ces deux termes pour attirer l'attention des journalistes sur leurs responsabilités. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de presse. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de journalistes. Il n'y a pas de radio. Dans la cité des agrumes, ces journalistes venus de Conakry, Kindia,
Mamou et l'abbé vont échanger pendant 2 jours sur des modules axés sur le rôle et la responsabilité de la presse dans la prévention des discours de haine et d'incitation à la violence. À travers cette collaboration, nous désirons véritablement mettre en place un cadre où les associations de presse, les médias et l'ensemble des parties prenantes s'engagent non seulement à combattre les discours de haine, mais également à promouvoir un dialogue respectueux, vertueux, vecteur de paix et de développement durable. Quand le journaliste dit qu'il est le porteur des sans-voix, alors là, il est interdit de parler juste ce que lui pense. Il doit savoir ce qui crée la stabilité au nom desquels il parle. Et de surcroît, à la veille d'un tournant décisif de notre histoire, tel que les élections qui s'enchaînent. Appuyé par l'OPNID et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la Haute Autorité de la Communication entend faire des hommes et des femmes des médias des véritables sentinelles de la paix et de la cohésion sociale. À direction Doha, la capitale du Qatar, où se tient le 2e sommet mondial sur le développement social. Plusieurs pays prennent part à cette importante rencontre internationale consacrée à la promotion du développement social et à la coopération entre les nations. La Guinée est fortement représentée à ce rendez-vous international. Le point avec Makeme Donzo, notre envoyé spécial Qatar. Doha, la capitale qatari, se place au cœur des débats internationaux sur l'inclusion, l'innovation et la solidarité. À l'ouverture de ce sommet mondial pour le développement social, la Guinée est fortement représentée. Des diplomates, des cadres de la primature, du ministère de la coopération ainsi que la société civile prennent la parole au nom de notre pays. Il faut rappeler que ce sommet a commencé par l'adoption d'une déclaration politique. Cette déclaration politique fait suite à celle qui avait été adoptée lors du premier sommet mondial pour le développement social à Copenhague, il y a 30 ans. Et elle rappelle l'engagement des États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une meilleure inclusion, une meilleure participation de l'ensemble des couches de la société aux efforts de développement durable. Et la République de Guinée, dans ce cadre, fera une déclaration au nom du gouvernement guinéen qui mettra l'emphase sur les efforts qui ont été faits par le gouvernement et notamment les nouvelles innovations contenues dans notre constitution. C'est un grand honneur de recevoir cette importante délégation ici et tout se passe bien avec les discours d'ouverture, les travaux ont bien débuté. Cette journée d'ouverture a réuni chefs d'État, décideurs, experts et acteurs de terrain. Objectif, partager des solutions concrètes pour bâtir des sociétés plus justes et plus résilientes. Les droits humains resteront notre boussole et nous montrerons la voie vers la justice et un avenir meilleur pour tout le monde. Ce sommet est placé sous le signe de l'espoir, un espoir porté par l'action collective. Il s'agit de mobiliser la volonté politique et les ressources financières nécessaires à la poursuite du voyage que nous venons d'entamer ensemble il y a 30 ans à Copenhague. Ce sommet mondial pour le développement social se déroulera sur 3 jours. Au programme, la présentation de la Guinée est très attendue. Nos représentants animeront plusieurs panels portant sur les programmes de développement, de l'innovation et de la solidarité. De retour en Guinée, plus précisément à Lola, l'agriculture et l'élevage sont les principales sources de revenus pour les populations. Les activités des deux secteurs se partagent les mêmes espaces, ce qui est souvent une source de conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Pour prévenir ces affrontements, une opération de déguerpissement est lancée par le ministre de tutelle. Des précisions avec Noumoussou Diakité.
Cette visite de terrain dans la sous-préfecture de Guéasso, aux côtés des autorités locales, des forces de l'ordre et des agents des eaux et forêts, témoigne de la volonté du ministre de l'Élevage à agir avec rigueur et efficacité et de son engagement de mettre un terme aux déplacements illégaux des transhumants étrangers. Une action qui vient ainsi résoudre définitivement les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans cette zone. Je voulais m'assurer donc que les opérations se déroulent très bien sur le terrain et que les éleveurs sont aussi conduits de façon sécuritaire au-delà de nos frontières et qu'il y ait l'accalmie au niveau des différentes communautés où ont été implantés ces éleveurs. Et comme vous pouvez le voir, nous avons regroupé ici plusieurs bétails et que nous allons pouvoir aussi conduire vers les frontières. La préfecture de Lola, il y aura aussi la préfecture de Beila et de Massanta où les forces de défense et de sécurité vont également nous appuyer pour que cette décision du gouvernement soit respectée sur l'ensemble du territoire. Les habitants de Guéasso se réjouissent de cette décision du gouvernement et espèrent que cela va ramener la paix et la sérénité dans la région. Nous sommes derrière le gouvernement. Ce que le gouvernement dit, nous allons suivre. Depuis qu'on a commencé, les bouviers sont rentrés dans notre village. Personne n'a coupé un peu. Parce que nous suivons la loi. On a peur du gouvernement. C'est le gouvernement qui nous commande tous. Les bœufs, les éleveurs, tous les cultivateurs, nous sommes tous dans le compte du gouvernement. Je veux remercier d'abord M. le Président de la République, M. le ministre de l'Élevage. Il y en a pris le problème maintenant. Si on a quitté pour partir là où le gouvernement est déclaré, si on est parti là-bas, il n'y a pas de problème maintenant. La sous-préfecture de Guéasso est la première étape de cette tournée. L'opération s'inscrit dans une stratégie plus large de gestion durable des ressources naturelles, de prévention des conflits communautaires et de l'expulsion pacifique des transhumants étrangers. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime poursuit sa politique de modernisation du secteur halieutique en déplacement dans les préfectures de Forêt-Karia et Koya. Fassoutéa a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction de hangars de fumage dotés de fours améliorés. Par la même occasion, il a offert des intrants de pêche aux pêcheurs de ces localités. Le point avec Algassi Moba. C'est dans une ambiance de liesse populaire que le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Fassou Teya, a été accueilli à Forêt-Karia. Du centre-ville, cap sur Konimodia, dans la commune rurale de Kabak, à 55 km de la préfecture. Là, population, autorités locales et acteurs du secteur halieutique se sont fortement mobilisés pour saluer la présence du ministre venu poser la première pierre des travaux de construction des hangars de fumage modernes avec fours améliorés. Sur place, le ministre Fassou Teya a également procédé à la remise d'intrants de pêche. Nous sommes ici des envoyés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, qui dans sa vision stratégique de Simandou 2040 ne veut laisser personne. Tous les secteurs d'activité sont tenus pour compte par le chef de l'État. Cette démarche traduit la volonté du ministre Fassou Teya de mettre en œuvre sur le terrain les orientations du chef de l'État pour un secteur de la pêche performant, inclusif et durable. Ces nouveaux hangars de fumage seront modernes, fonctionnels et respectueux des normes environnementales pour une amélioration de la qualité des produits halieutiques afin de faciliter les conditions de travail optimales pour nos mamans. Monsieur le ministre, soyez rassurés que la construction de ces hangars de fumage avec fours améliorés sera davantage en outre offre de soulagement au groupement des femmes mariées. Après Forêt-Karia, direction Koya, où malgré la tombée de la nuit, le ministre a tenu à accomplir le même geste symbolique à Donia. Là aussi, la mobilisation était au rendez-vous, marquant l'adhésion des populations à la politique de proximité et de développement impulsée par le gouvernement.
On poursuit avec les travaux du séminaire de renforcement des capacités du personnel des institutions de recherche et de documentation couplés à l'élaboration des plans stratégiques de développement qui sont désormais bouclés. Des projets de plans d'action sont déjà disponibles. Ces documents vont permettre aux institutions de mieux s'autogérer et valoriser davantage leurs travaux de recherche. Reportage Mounir Bari. Ils sont tous directeurs généraux des centres de recherche scientifique et de documentation. Réunis à Conakry, ils échangent toute une semaine sur l'avenir de la recherche scientifique en Guinée. L'un des principaux objectifs de chaque institution d'un plan stratégique de développement, véritable boussole pour la gestion et la performance. Des institutions de recherche ont eu l'opportunité d'échanger, de commencer leur projet d'établissement, de partager leurs idées de projet d'établissement avec leurs pairs, d'entamer ce projet qui leur permet de planifier toutes les activités qui dérouleront pendant des années. C'est un séminaire cette fois-ci qui a abouti à des livrables parce qu'on est sorti avec le draft de 12 plans stratégiques, mais sur instruction de M. le ministre, et nous avons pu quand même travailler avec les différentes institutions pour trouver les éléments dans le cadre des contrats de performance au cours de l'année 2025-2026. Cette rencontre vise à renforcer les capacités opérationnelles des acteurs du système. À son terme de plan d'action et plusieurs livrables sont déjà disponibles, fruits d'un travail collectif. C'est maintenant que l'on commence à comprendre véritablement la voie pour le développement. Parce qu'il y a un lien très étroit qui a été établi, même au niveau du Fonds monétaire international, entre le pourcentage que l'on met dans la recherche et la croissance que l'on gagne en termes de PIB. Cette initiative de partage d'expérience intervient au moment même où le Conseil national de la transition vient d'adopter la loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation. Dans le même registre, à l'INAM de Conakry, les ateliers régionaux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont pris fin. Les échanges ont duré plusieurs jours autour des exigences des nouvelles perspectives des autorités pour qualifier les établissements d'enseignement technique et professionnel. Plus de détails avec Nabila Moussa Kamara. À l'ENAM de Conakry, les ateliers régionaux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Guinée ont pris fin après plusieurs jours d'échanges autour des exigences des nouvelles autorités pour qualifier les établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces rencontres visent à faire le bilan des établissements d'enseignement technique et professionnel public. Plus spécifiquement à Conakry, une belle évolution est observée. Franchement, l'atelier, ça s'est bien passé. Nous ont outillé franchement des documents qui vont nous servir dorénavant à bien travailler. Aujourd'hui, la tendance voudrait, parce que nous avons certains programmes qui sont alignés en PPO, la pédagogie par objectif, et nous sommes en train de transformer au fur et à mesure ces programmes alignés sur la PPO vers la tendance nouvelle qui est l'APC, approche par compétence, qui met l'apprenant au centre, n'est-ce pas, de l'activité d'apprentissage en termes de la réalisation des compétences pratiques. Pour cette année d'études, dans les 8 régions de la Guinée, le ministère de l'enseignement technique a initié de nombreuses réformes dans la planification et dans le renforcement du capital humain. En faisant le bilan, les partenaires et les acteurs qui tournent autour de nos établissements apprennent en même temps sur des concepts et des principes exigés par les autorités actuelles et qui demandent que le capital humain soit d'un capital d'excellence. On ne peut plus former au hasard, on forme sur les normes internationales. Je sors vraiment très satisfaite parce que là, au niveau de l'enseignement technique, c'est une première et ça nous donne l'occasion de faire le diagnostic des activités de l'an passé afin d'y remédier et de préparer une bonne rentrée scolaire 2025-2026. Pendant la rencontre, les nouvelles orientations du département sont partagées. Cette année, l'accent est mis sur la pratique et l'excellence.
Et puis ce geste salutaire en faveur de l'éducation dans la préfecture de Bofa, à l'association des ressortissants de la localité a offert une centaine de tables-bancs à plusieurs établissements scolaires en manque de mobilier. Une action qui répond à la demande de la direction préfectorale de l'éducation. Elle s'inscrit également dans la dynamique du gouvernement pour une éducation pour tous. Mamadi Gassama nous signe ce reportage. La direction préfectorale de l'éducation de Bofa peut aujourd'hui se réjouir. Sa requête auprès des ressortissants de la préfecture vient d'être entendue. Ce sont au total 100 tables-bancs que les filles et fils de Bofa, réunis au sein de la plateforme Nouvelle Dynamique de Bofa, ont offert aux écoles de la localité. Un geste qui traduit leur volonté à soutenir l'accès à une éducation de qualité pour les enfants du Rio Pongo. Ce don vient répondre à un besoin fondamental, offrir aux élèves des conditions d'apprentissage dignes et motivantes. Je pense que c'est un acte très modeste, en toute humilité. D'autres choses vont suivre effectivement en termes d'accompagnement pour permettre à nos enfants, nos frères, de fréquenter l'école. En remettant ce don, la Nouvelle Dynamique de Bofa a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Prenez soin de ce matériel. Respectez-le comme vous respecteriez le corps enseignant, comme vous respecteriez vos cahiers et vos livres. Car ces tables-bancs sont les témoins silencieux de l'amour, de la confiance et de l'espérance que les donateurs placent en vous. Les autorités administratives locales ont également salué cette initiative citoyenne qui s'ajoute aux efforts déjà fournis par l'État pour améliorer les conditions d'apprentissage. Il nous revient tout naturellement de leur dire merci, mais aussi prier Dieu pour eux, pour qu'ils payent au centime près. Ce don intervient quelques semaines après la distribution des kits scolaires à l'ouverture des classes. Une contribution de plus qui renforce la scène de solidarité autour de l'école guinéenne. Du côté de Kouroussa, c'est une campagne de distribution des kits scolaires qui est lancée. Au total, 15 communautés villageoises plus la commune urbaine de Kouroussa bénéficient de cette responsabilité sociétale de Mamou Ressources. Par la même occasion, l'inauguration de la clôture de l'école primaire de Samankoura a été faite. Elhadj Fodé Bangali Fofana est notre correspondant permanent dans la zone. À Kouroussa, élèves, parents d'élèves, enseignants, autorités administratives et sociétés privées sont mobilisés pour deux cérémonies. D'un côté, le lancement officiel d'une campagne de distribution des kits scolaires ici à l'école primaire du district de Bankan. De l'autre, l'inauguration de la clôture de l'école primaire de Samankoura dans la commune urbaine de Kouroussa. Cette distribution des kits scolaires est une initiative portée par Mamou Ressources au bénéfice de 1800 élèves repartis dans 15 villages. Chers élèves, ce que vous recevez aujourd'hui est bien plus qu'un simple kit scolaire. C'est une promesse, celle que vous avez le droit de rêver, d'apprendre et de réussir. C'est aussi une responsabilité, celle de faire bon usage de ces outils, de respecter vos enseignants et de vous engager pleinement dans votre parcours scolaire. Cette autre cérémonie, loin d'être une simple remise d'un ouvrage, elle est plutôt la célébration d'une œuvre collective, un symbole d'engagement et surtout un investissement dans l'avenir de nos enfants. Je vous remercie infiniment de tout ce que vous êtes en train de faire pour le rayonnement de l'éducation à Kouroussa. Entre autres, la construction des salles de classe, la clôture pour certaines écoles et la distribution des kits scolaires aux élèves des zones impactées dont Banka. Ces deux cérémonies témoignent d'une collaboration fructueuse entre les acteurs publics, privés et communautés villageoises, rappelant du coup que l'éducation est l'affaire de tous et que c'est ensemble qu'on peut bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. On enchaîne avec ce communiqué du gouvernorat de la ville de Conakry. Dans le cadre de la tenue du Transform Africa Summit du 12 au 14 novembre 2025 à Conakry, sous l'égide du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, le gouvernorat de la ville de Conakry
invite l'ensemble des citoyennes et citoyens à faciliter les travaux d'aménagement et d'embellissement en cours afin de garantir le bon déroulement de l'événement, surtout les résidents de l'axe aéroport-Kipé et le long de la transversale numéro 2. À cet effet, il est demandé aux occupants illégaux des emprises de la voie publique sur les périmètres indiqués de libérer les lieux sans exception et dans les plus brefs délais pour permettre un accès fluide et sécurisé aux délégations officielles et aux participants. Signé Général Mahawasila, gouverneur de la ville de Conakry. L'action est à sa 3e fois dans la préfecture de Gawal. La société minière Alliance Mining Commodities, AMC, remet près d'1 milliard de francs guinéens aux communes rurales de Koumbia et Wendembourg. Ce montant représente la taxe superficielle de l'exercice 2024. Le geste est salué par les autorités et les populations bénéficiaires qui mettent en avant la nouvelle vision pour une gouvernance minière responsable du chef de l'État. Mamadi Terna Kamisoko. C'est une cérémonie symbolique mais pleine de sens pour les populations de Koumbia et Wendembourg. La société Alliance Mining Commodities, exploitant du projet de bauxite de Koumbia, a officiellement remis les chèques correspondant au paiement de la taxe superficielle de l'année 2024. Un montant total de plus de 945 millions de francs guinéens est réparti entre les deux communes rurales, soit quelques 566 millions pour Koumbia et 379 millions pour Wendembourg. Parmi la panoplie de taxes existantes, la taxe superficielle, c'est celle qui impacte le plus positivement les communautés impactées par notre projet, en ce sens qu'elle permet de faire face à des besoins urgents au niveau des populations communales. Nous espérons que cette année, le montant de 945 millions, qui a été environ 109 000 $, servira à réaliser bonne norme d'ouvrages et d'infrastructures sociaux de base pour les deux communes impactées par notre projet. C'est la 3e opération de paiement de ce genre dans la zone. Les représentants des collectivités bénéficiaires et de l'État saluent une démarche exemplaire qui traduit la vision d'une gouvernance minière responsable basée sur la transparence et la redevabilité. Si on reçoit un tel chèque au bénéfice de la compensation ou de paiement des taxes à l'exercice d'une année, ça relève d'une joie grandiose. Parce que là, ça nous permet de faire quelque chose de remarquable pour notre communauté, pour notre sous-préfecture. Nous sommes là pour certifier, au nom d'espère de M. le gouverneur de la région de Bokeh, ce paiement symbolique que nous avons assisté. L'engouement est là, tout le monde est content. Avec cette contribution financière, AMC confirme son ancrage dans le développement de la région de Bokeh. L'entrée en production du projet de Koumbia ouvre une nouvelle ère économique pour Gawal, où l'exploitation minière rime désormais avec engagement social et prospérité partagée. À l'actualité également, les responsables de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat invitent les commerçants à se procurer la carte biométrique d'adhésion. La délivrance de ces cartes fait partie des innovations pour soutenir les commerçants dans leurs opérations auprès de toutes les institutions nationales et internationales. À Matoto, une rencontre a eu lieu pour expliquer les avantages liés à cette carte. Tierno Ousmane Diallo. Après le lancement au niveau national de la carte d'adhérent à la Chambre de commerce, d'industrie et artisanat, l'heure est à la sensibilisation à l'échelle locale au plus près des commerçants dans les communes comme ici à Matoto, où siège la représentation qui couvre également les communes de Gbessia et de Tombolia. L'enjeu est d'encourager tous les commerçants et opérateurs économiques à disposer de cette carte biométrique qui s'impose désormais dans cet univers. Il faut nécessairement que l'ensemble de tous les acteurs économiques de la Guinée comprennent à partir du moment aujourd'hui, comme la carte est déjà mise en place au niveau des impôts, au niveau de la douane, au niveau des ambassades, au niveau de toutes les structures, quand vous partez, dès que vous dites que vous êtes commerçant, on demande d'abord où est votre carte d'adhérent. Donc c'est pourquoi nous sommes venus encore dans les lieux pour faire comprendre aux opérateurs, il faut qu'ils comprennent l'importance de la prise de la carte d'adhérent, c'est dans leur intérêt. Et 10 commerçants est concerné toute personne ou entité qui exerce le métier de commerce, qui achète et qui vend, bien sûr qui dégage un petit bénéfice. Donc en partant de la plus grande entreprise avec des usines, qui importent des bateaux, jusqu'à notre sœur qui a son panier d'oranges.
et le tablier. Donc même les ambulants, ceux qui se déplacent, ont besoin d'une carte de membre au niveau de la chambre du commerce. Selon le chiffre d'affaires, le prix de la carte varie de 100 000 francs guinéens à 10 millions de francs guinéens et ouvre notamment la voie à un accompagnement pour un encadrement technique ou des financements. Nous, on va essayer d'installer le bureau. Chaque marché, 37 bureaux, 37 marchés. C'est là qui vont être représentants de Chambre commerce, essayer d'expliquer les gens comment il faut prendre le carte là. Là où on va prendre les cartes là, c'est à Commune Matutu ici, à notre CS Carrefour qui est le cas. D'une durée de validité de 2 ans, la carte biométrique d'adhérent à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat fait partie des nombreuses réformes opérées au sein de cette organisation. La relance de la filière coton au cœur d'une journée de réflexion collective à Kankan. Il s'agit de recueillir des préoccupations communes pour permettre au pays de retrouver sa place de premier producteur de coton. Là-dessus, chacun propose des solutions pour répondre aux grands enjeux de la société cotonnière de Kankan. Notre correspondant régional Diamokaba rend compte. Les ambitions pour faire progresser de façon rassurante la filière de l'or blanc sont affichées à Kankan. Au cœur de cette réflexion collective, exposer des difficultés qui freinent la relance des activités de la société cotonnière de Kankan. Chacun propose des solutions pour répondre aux grands enjeux. Les orientations de l'entreprise sont dévoilées pour rendre la filière plus productive et compétitive. Nous avons profité de la journée mondiale du coton pour réunir autour d'une table les anciens de la société cotonnière qui étaient en position d'autorité ou qui occupaient des postes stratégiques dans l'opérationnel. Ensemble, nous allons réfléchir, faire des recommandations fortes pour que nous fassions de cette relance une réalité. Pour mieux gérer cette partition, une requête pressante s'adresse aux autorités compétentes afin de réaliser le rêve de la grande relance. Depuis la chute de la filière coton, c'est la première fois qu'une telle rencontre s'y tient. Cela nous redonne de l'espoir. Je puisse compter sur vous. Que des recommandations seront formulées, des orientations stratégiques et opérationnelles sur le développement de la chaîne de valeur, ainsi que les activités prioritaires de la campagne cotonnière 2026-2027. L'équipe dirigeante de cette société compte offrir à la République de Guinée la possibilité d'être au rang des grands pays producteurs du coton, un signal fort pour revitaliser la politique agricole du gouvernement en matière de production et de transformation du coton. On va parler du paludisme. Le paludisme qui demeure un problème majeur de santé publique. À Beila, une formation théorique et pratique sur la pulvérisation intradomiciliaire est en cours au profit des agents communautaires, financée par Rio Tinto Simfer et mise en œuvre par l'ONG Club des Amis du Monde. Ce programme vise à renforcer la prévention du palu dans les préfectures de Beila et Kerouané, des zones directement impactées par les activités minières de la société. Kadieto Suleiman Keita. Beila, dans le sud-est de la Guinée, c'est ici que des dizaines d'agents communautaires suivent une formation intensive sur la pulvérisation intradomiciliaire, une méthode de prévention essentielle contre le paludisme. Engagé depuis plusieurs années dans l'amélioration de la santé communautaire, Rio Tinto Simfer finance ce projet mis en œuvre par l'ONG Club des Amis du Monde. Le taux de palu a beaucoup baissé dans les zones d'intervention où Rio Tinto a mis ce projet. Je vais parler de la préfecture de Forêt-Caria, Beila, Kerouané. Des témoignages des directeurs préfectoraux de santé, les communautés relèvent aujourd'hui une satisfaction totale à travers l'utilisation de la pulvérisation intradomiciliaire pour la réduction de la densité des moustiques. Sachez que le premier lieu d'un moustique pour se poser, c'est sur le mur. Si le mur est déjà sécurisé, c'est qu'il n'a aucune chance de pouvoir survivre et du coup, c'est la transmission de la maladie qui va baisser au sein de la communauté. La particularité de cette approche, c'est que les agents pulvérisateurs sont issus des communautés bénéficiaires elles-mêmes. Un moyen efficace de dissiper les doutes et de limiter les réticences. Nous avons été choisis aussi par nos communautés de venir suivre la formation concernant l'éradication du paludisme dans nos communautés locales.
À l'issue de cette formation, les agents communautaires seront déployés dans les villages de Beila et Kerewane pour mener la campagne de pulvérisation au sein des concessions. Une initiative qui permettra de réduire la reproduction des moustiques et d'améliorer la santé des populations locales. Et pendant ce temps, la ville de Kindia abrite un atelier de formation des formateurs sur la commande publique. Cette rencontre est à l'initiative de l'autorité de régulation des marchés publics durant 2 semaines. Il sera question de mettre en place un vivier de formateurs des acteurs de la commande publique. Bureau régional Kindia et Ayasila. Réunis pour 2 semaines, les participants sélectionnés par l'ARMP à l'issue d'un avis à manifestation d'intérêt suivent des modules dispensés par un consultant international en vue de constituer un groupe de formateurs qualifiés. L'objectif est de renforcer les capacités techniques et pédagogiques des cadres impliqués dans la gestion et la régulation des marchés publics au niveau central et décentralisé. Parler de passation de marché, parler des modalités de passation de marché, c'est parler de la garantie d'une bonne réalisation. Je voudrais qu'à partir de cette rencontre, que vous élaboriez des stratégies pratiques sur le terrain, conformes à nos réalités, afin que les passations de marché soient à l'image de l'ambition du peuple de Guinée. Cette session constitue l'un des 4 axes stratégiques du document de stratégie nationale de formation. Elle vise donc à mettre en place une dynamique fiable et efficace de renforcement des capacités rapides des cadres. Au regard des défis et enjeux qui interpellent la commande publique en Guinée, votre expertise sur les marchés publics et PPP est par ailleurs hautement sollicitée, notamment dans la perspective de mise en place très prochaine du programme de master en commande publique à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia Conakry. C'est vrai que les textes existent, mais en tant que formateur, il faut comprendre les bien fondés de ces textes-là. Également, si ces textes-là ont des limites, en faire cas. Donc, que ce soit des gens qui aient une connaissance assez pratique. Cette session marque une étape importante dans la professionnalisation du secteur de la commande publique en Guinée. Et puis, les filles et fils de la Basse-Guinée peuvent désormais se retrouver en un seul point. Cette communauté vient de bénéficier d'un foyer des sages au quartier Dixine-Landria. Ce nouveau siège est un symbole fort de la sagesse au service de vivre ensemble. Les détails avec Marwan Kamara. Situé au quartier de Dixine-Landria, ce nouveau siège offre désormais aux sages et jeunes de la Basse-Guinée un cadre digne pour leur délibération. Un espace de rassemblement, de dialogue et de transmission des valeurs traditionnelles. L'espace est aménagé et mis à disposition par un fils de la Basse-Guinée. Général Mathurin qui a aménagé le local pour inviter ses frères et sœurs de se retrouver à tout moment pour parler de la fraternité, pour parler du développement, pour parler de la paix et pour accompagner l'autorité, le président de la République dans sa noble mission de l'unification, du rassemblement. Fini les rencontres sous l'arbre à palabres, ce local est le symbole vivant du respect de la tradition et de l'unité retrouvée. À cette occasion inaugurale, les sages, chefs traditionnels et jeunes de la Basse-Guinée se sont donné rendez-vous. Si nous avons trouvé un lien là où nous pouvons se retrouver pour formuler les grandes idées qui vont pousser la Basse-Guinée et qui vont pousser aussi la Guinée, nous allons dire ça c'est une bonne action, c'est une grande action. Ce siège qui vient de nous donner nous permettra désormais tous nos rassemblements qu'on les fasse ici. On le remercie très fort. Et les paroles qui sont échangées aujourd'hui de nos cadres nous réjouit à plus de titres. L'obtention de ce foyer commun est un tournant dans la gestion des affaires coutumières. La cérémonie est suivie par la lecture du Saint-Coran et des prières pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée.
Sport pour terminer, la Fédération guinéenne de karaté a organisé une conférence de presse ce week-end à Conakry. C'est un prélude à l'organisation des prochains championnats de la région Ouest 1. La compétition connaîtra la participation des pays membres de la zone en catégorie cadette, junior et senior. Plus de précisions avec Abdoulaye Diallo et Mamoudou Diallo. Depuis le 3 novembre 2025, la Fédération guinéenne de karaté s'active dans les préparatifs des championnats de karaté de la région ouest-africaine 1. Une compétition majeure qui va réunir les meilleurs cadets, juniors et seniors de plusieurs pays de la sous-région. À travers une conférence de presse, les responsables fédéraux ont dévoilé les grandes lignes de ce rendez-vous ouest-africain qui s'inscrit dans la dynamique de promotion et de développement de cet art martial. C'est avec tout le plaisir que nous prenons cet événement. Au 9, nous avons l'accueil des délégations, nous avons la réunion de la commission des arbitres le 4, nous avons les inscriptions des athlètes. Le mercredi, nous avons les examens théoriques des arbitres. Vous savez, comme la compétition de karaté, c'est à deux formes. Vous avez la forme comité qu'on appelle combat réel. Vous avez la forme kata qui semble un peu à une démonstration personnelle. Les karatékas guinéens sont déjà prêts à aborder cette compétition pour mieux défendre le tricolore national devant le public de Conakry. Depuis 4-5 mois, les enfants sont en train de se préparer. Et nous pouvons vous rassurer qu'ils sont là. Les 35 classes sont partagées en des catégories. Lorsque vous prenez les différentes catégories de poids engagées pour cette compétition, vous avez 29 catégories de poids. La Fédération guinéenne de karaté et arts martiaux affinitaires, avec l'appui du ministère des Sports et ses partenaires, promet un événement à la hauteur des attentes, tant sur le plan sportif qu'organisationnel, au soir du 9 novembre 2025. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.